concerne effectivement le fait que on a donc des pH qui sont effectivement pas identiques au niveau de la racine et du sol, et donc peut-être quelqu'un qui veut expliquer qu'on se focalise un peu trop sur des recommandations sur le pH du sol, alors que finalement il se passe peut-être autre chose au niveau des racines. Alors, je ne sais pas s'il y a des relations, des études qui ont été faites pour essayer de décrypter, hein, c'est un peu la question qu'avait eu Mathieu tout à l'heure, entre quel est le pH des racines et quel est le pH du sol, quoi. Est-ce qu'une relation est parfois établie, dans quel contexte? Alors, c'est plus pour Pascal. Bon, j'ai essayé de répondre. Enfin, le pH, on sait bien que la rhizosphère est un milieu acidifié. Bon, après, je veux dire, ça dépend un peu après ce qu'on veut faire. Si on veut faire étudier les mécanismes de façon précise, c'est intérêt de regarder le pH, effectivement, de la rhizosphère. Si on veut avoir des applications agronomiques, ben, quand on caractérise son sol, de son champ, c'est le pH du sol que l'on a au départ. On n'a pas le pH de la racine. Donc, on va faire des relations, effectivement, des régressions statistiques, hein, empiriques, entre ce qu'il y a par rapport à pH du sol et un comportement de culture. Les résultats que j'ai montrés sur les essais de longue durée, c'est du pH du sol, évidemment, c'est ce qu'on sait. Mais voilà, on a quand même des relations qui existent, même si pour les expliquer après, il faut voir le pH rhizosphérique. Petite remarque quand même, c'est que les racines excrètent essentiellement des acides organiques, qui sont des acides plutôt faibles, et que la quantité de protons excrétés par ce mécanisme par rapport au pouvoir tampon du sol, c'est assez dérisoire, c'est très très peu de choses. On ne voit pas les racines acidifier fortement le sol qui les entoure. Merci. Donc ensuite, il y a eu beaucoup d'échanges autour des phosphates naturels, hein, donc notamment des questions portant sur la possibilité d'améliorer leur disponibilité dans le cadre notamment d'apports en agriculture biologique. Alors les questions sont les suivantes. Est-ce que lorsqu'ils sont apportés avec des substances humiques, on augmente la biodisponibilité? Est-ce que la formulation peut aussi, donc des phosphates naturels, peut aussi jouer sur la disponibilité? Donc voilà, c'est les échanges qu'il y a eu. Donc Pascal encore. Merci. Les phosphates naturels, effectivement, leur solubilité, parce que tout le problème, c'est d'apporter un phosphate dans le sol et qui devienne soluble et qui a éventuellement s'absorber temporairement sur les phases solides, mais il faut qu'il solubilise d'abord, hein, évidemment. Ça va dépendre, c'est des choses très connues depuis longtemps, la tendreté du phosphate lui-même, de ses caractéristiques en propre, et de la finesse de mouture, c'est une chose. Bon, après, on a beau avoir un phosphate naturel très, très tendre et très fin, si le milieu a un pH élevé, il ne va pas se dissoudre de toute façon. Ça, c'est quelque chose sur lequel, malheureusement, il n'y a pas d'espoir. Après, le fait d'ajouter des substances, bon, il y a des choses qui sont testées. Moi, j'ai jamais vu de résultats très, très probants là-dessus. Je ne suis pas du tout fermé à des nouveautés à ce niveau-là. On n'a pas vraiment, quand même, de preuves expérimentales sur du moyen terme ou d'efficacité. Voilà, j'attends de voir des résultats. Très bien. Il y a aussi une question qui porte sur le risque donc de lessivage donc en sol acide suite au fait qu'on observe une augmentation de concentration du phosphore en solution. Est-ce que tu peux en dire un Oui, mot? alors on va augmenter un peu effectivement la teneur du phosphore en solution. Bon, il faut quand même, pour qu'il y ait un lessivage, il faut rappeler que la quantité de phosphore qui est en solution est très faible, hein, par rapport à ce qui est sur la phase solide. On est à des teneurs de dixièmes de milligrammes par litre en général. Pour qu'il y ait alors ça dépend après des risques de pollution, par quel mécanisme. Si c'est de la lixiviation, c'est-à-dire du lessivage vertical, il y a généralement très peu de risques parce que d'une part, donc les teneurs au départ sont très faibles et généralement la teneur du sol en dessous de l'horizon labouré est beaucoup plus faible que dans l'horizon labouré fertilisé. Donc, en quelque sorte, le phosphate qui irait éventuellement transféré verticalement, bah, en fait, il est piégé en dessous. Et c'est ce qu'on voit dans des essais de longue durée où on a fait des apports assez considérables sur les horizons labourés. On ne voit pas de transfert vertical de lixiviation vers des niveaux inférieurs, pratiquement. Voilà, pratiquement jamais. Alors, par contre, le risque, c'est effectivement, enfin, c'est quantitativement, les risques de transfert de phosphate, ça peut se produire en cas de sol qui serait très fertilisé et drainé, auquel cas on peut avoir effectivement des transferts de phosphate en solution par le drainage. Et puis après, c'est plutôt le risque de transfert de phosphate via l'érosion, c'est-à-dire que le transfert de particules chargées en phosphore vers l'eau
va là relarguer du phosphate soluble dans les cours d'eau. Mais la lixiviation du phosphore, en général, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, sauf dans des cas très particuliers de sols enfin, extrêmement sableux, quoi. On a vu ça dans les sols des Landes avec des fertilisations massives. On a du transfert par lixiviation, mais c'est vraiment une exception. Merci, c'était très bien, très précis. Donc maintenant, donc, concernant le deuxième exposé pour Monsieur Cornu, donc les questions concernent par exemple les relations, enfin, existent-elles ou y a-t-il des relations entre les teneurs dans la solution du sol et les teneurs dans les grains? C'est très précis. Est-ce qu'il y a des études qui montreraient, enfin, qui auraient déjà établi des relations vraiment entre les teneurs en solution et les teneurs dans les grains? Au même titre qu'on a essayé d'avoir des approches statistiques entre les teneurs sol et les teneurs grains, la variable, enfin, dans ces mêmes études, là, on s'est amusé à extraire la solution de sol et à la doser, donc à voir leur concentration totale et libre en oligoéléments. Donc, ces études traitent souvent aussi de cette variable-là. Ne sort pas forcément finalement statistiquement comme étant une variable plus explicative que finalement des données plus directement accessibles par les analyses de terre. Par exemple, le pH, la matière organique, la teneur en total en cadmium des oligoéléments. Et oui, c'est des variables qui sont toujours prises, enfin, la plupart du temps, elles sont étudiées de consorts dans. Donc oui, on a cette connaissance, mais finalement, elle est redondante vis-à-vis de paramètres qui expliquent la solubilité et la spéciation en solution. Très bien. Et donc, il y a aussi une autre question qui concerne donc l'accumulation du cadmium qui est différente en fonction des variétés. Est-ce qu'on a des explications ou est-ce qu'on a même des leviers pour modifier cette situation? C'est-à-dire qu'on sait que certaines variétés accumulent davantage et ça peut être nuisible. Oui, alors ça, les Canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus, puisqu'il y avait des teneurs en cadmium finalement supérieures dans leur sol par rapport au sol français et européen. Alors, on sait qu'il y a les variétés accumulatrices ont une capacité à retenir moins efficacement le cadmium dans leurs racines, en lien effectivement avec un locus et un gène relativement précis de vacuolisation du cadmium dans les cellules racinaires. La connaissance est liée. Après, pour le moment, la pression sur la question du cadmium vis-à-vis des producteurs, notamment de blé en Europe, n'a pas été peut-être assez forte pour que la sélection se fasse sur ce trait. Mais la solution est certainement là. Et si la réglementation venait à se durcir, il est très probable que les obtenteurs s'orientent vers finalement des variétés peu accumulatrices. Après, leur réponse, il restera quand même à voir la stabilité de leur réponse dans des contextes agro-pédoclimatiques contrastés, quoi. Donc, encore beaucoup de travail. Et donc, il y a une remarque ou question, en fait, en demandant si effectivement les ETM, quand ils sont sous forme réduite et donc que le milieu est alcalin, est-ce qu'on peut conclure qu'ils sont moins biodisponibles? En fait, c'est le lien entre, enfin, c'est peut-être la demande, c'est peut-être de savoir si c'est plus le pH ou les conditions redox qui gèrent en fait la disponibilité des éléments traces métalliques. Je comprends la question comme ça. D'accord. Oui, ça dépend. C'est assez contexte dépendant. Alors, j'ai essayé d'être les exemples les plus clairs où finalement, oui, je dirais que vraiment les deux ont une importance clé. La carence manganique, par exemple, elle est vraiment beaucoup liée à l'état d'aération des sols. On parle de sols soufflés, je crois, dans les fiches Arvalis. Donc, je dirais que les deux jouent, mais notamment le redox a peut-être beaucoup d'importance pour les éléments type fer manganèse. Je dirais sur la fourchette de redox qui semble la plus couramment observée en agriculture. Après, si on commence à considérer des sols dans lesquels il y a vraiment des problèmes d'oxygénation, etc., alors là, le redox va jouer sur la dynamique de l'ensemble des ETM. Mais si on reste en conditions oxydantes, je dirais que à l'exception du fer et du manganèse, c'est le pH qui prévaut le plus. Merci.
Bruno, je te redonne la main. Oui, donc merci Stéphanie. Donc maintenant, on va avoir une dernière intervention de la matinée, hein. Donc je vais laisser la parole donc à Jean-Luc Julien de l'Académie d'agriculture de France et qui est aussi ancien animateur du groupe Schlage des Comifères, hein. Donc Jean-Luc Julien, donc à toi